à la Banquenay à Rennes, dans le quartier de Bellevue et de l'Erdre à Nantes, ou encore à Pessac en Gironde, chaque cité a son histoire. Et 70 ans après, ces quartiers gardent leur forte identité. Aujourd'hui, il reste encore 5 castors dans la cité et de nombreux fils et filles de castors, tous se demandent ce que ce village dans la ville va devenir. En août 2024, je découvre les castors de l'Erdre lors d'une visite organisée par la communauté des Hérons à Nantes. C'est alors Serge qui fait visiter la cité, accompagné d'un autre descendant de castor. Alors pour ce travail sur les modes d'habiter, j'ai tout de suite repensé à eux et à ce qu'ils appellent leur formidable aventure humaine. Et je suis donc retournée les voir. La réflexion menée dans cette vidéo repose sur plusieurs sources. Déjà, 2 temps de rencontre avec Serge. Je suis le président de l'association depuis 1997. Je représente maintenant les castors et je fais tout ce que je peux pour pouvoir conserver cette histoire impressionnante. Y compris une visite commentée de la cité lors de laquelle j'ai pu rencontrer 3 autres habitants. Il y a aussi des archives et des ressources transmises par l'association, des livres, des vidéos, mais aussi des articles scientifiques relatifs au droit et à la sociologie des castors en France. Mais c'est quoi un castor et de quoi parle-t-on ? Les castors, ce sont ces hommes jeunes qui ont construit eux-mêmes une partie de leur cité après-guerre dans un contexte de crise du logement. Leur cité et non pas leur maison. C'est la règle première des castors. Nous ne construirons pas notre maison, mais nous édifierons une cité. Dans le cas des castors de l'Erdre, voilà l'idée globale. Les ouvriers de l'usine des Batignolles logeaient en bonne partie dans des maisons en bois, exiguës et sans commodité. La surintendante de l'usine a écho d'une expérience castor à Rezé, ville voisine, et l'a fait découvrir à 2 représentants des ouvriers. Alors, à un prix avantageux, l'usine des Batignolles cède un terrain, le domaine du Launay, dans l'actuel quartier Beaujoire, aux sociétaires qui se sont formés en association en 1951. Date à laquelle ils débutent les travaux. En 1955, les 59 maisons sont achevées pour loger 234 personnes, dont 119 enfants. Alors, y a-t-il une culture habitante castor ? Peut-on parler d'un mode de vie ? Quel rapport à l'espace et aux autres ont ces habitants ? Comment vivent-ils leur quartier ? Quelle place occupent les représentations dans ce contexte d'une forme de récit historique et mémoriel ? Comment le quartier a-t-il évolué et comment s'adapte-t-il aux réalités et aux pratiques d'aujourd'hui ? Nous allons chercher à explorer ces différentes questions dans cette vidéo. Les travaux iront tambour battant, croyez-nous, il y en a pas pour longtemps, les castors n'ont pas des tirs au flanc. Mais quelle est cette formidable aventure humaine dont les castors et les personnalités politiques locales parlent ? Quelle est l'importance de ce patrimoine mémoriel dans la manière dont les habitants vivent leur quartier ? Quel que soit le lieu où une cité castor ait vu le jour, l'émergence de ce mouvement relève à la fois d'une sorte de génération spontanée, d'une organisation incertaine et d'un ancrage politique évanescent, avec la présence permanente de 2 dimensions, la nécessité et la solidarité. C'est donc l'histoire des ouvriers autoconstructeurs. Les fondations, elles ont toutes été creusées à la main. La pioche, la pelle, la pioche, la pelle, la pioche. La difficulté de leur tâche et de leur courage sont loués par le récit qu'en font les premiers et les suivants castors, très en lien avec la promotion de valeurs. Parce qu'on a conservé cette fameuse histoire de vivre ensemble qui n'existe pas ailleurs. L'objet du castorat, c'est une construction matérielle et sociale du logement. Leur ambition peut paraître paradoxale d'un certain point de vue, puisqu'il s'agit de rendre aux habitants leur autonomie pleine et entière au moment d'agir sur leurs conditions de vie, et en même temps de sceller l'engagement qui lie l'individu à la cité, c'est-à-dire aux autres coopérateurs. On voit donc qu'il y a une idée véhiculée d'une mentalité tournée vers la solidarité, le vivre ensemble, la densité des relations sociales. Quels exemples concrets face à ça ? Ce que je fais souvent remarquer, c'est qu'on est le seul lotissement castor où on fonctionne encore comme ça. En association, avec une animation régulière et puis une copropriété qui se gère en autonomie.
On invite tous ceux qui sont aptes à travailler, on les invite à venir travailler. Il n'y a pas d'obligation. Souvent, il y a 22, 23, 24, 25 personnes. Il nous est arrivé d'en avoir même plus de 30. Et tous ceux qui travaillent sont nourris gratuitement s'ils veulent. C'est un mode de vie qui est quand même vraiment très particulier ici. Je le vante toujours, mais c'est complètement fou. On a l'avantage d'avoir tous ces espaces verts et l'avantage de pouvoir se retrouver et de faire plein de choses ensemble. De fait, assiste-t-on à un fonctionnement en microcosme, une forme de communauté exclusive ? Pas nécessairement, puisque ces dernières décennies, les Castors de l'Erdre ont participé à des événements de la ville, la Biennale de la Roseraie ou encore chaque année les Journées européennes du patrimoine. Ils invitent systématiquement également les représentants des lotissements alentours et sont eux aussi invités. À quel point cet état d'esprit est effectif et surtout partagé, particulièrement dans un contexte de renouvellement des habitants de la cité. En effet, il ne reste plus beaucoup d'anciens castors. Une différence est toutefois faite entre ceux que l'auteur appelle les castors épigones, épouses, descendants ou proches, qui ont hérité ou racheté les maisons, lesquels semblent entretenir en héritage une sorte d'identité castorienne, et les non-castors qui se limitent à avoir une attitude de bon voisinage. Le profil sociologique des résidents a changé. Les gens font leur vie, leur carrière, ils construisent leur maison ailleurs. Mais je pense pas que mes enfants, ils reviendront dans cette maison. C'était un lotissement ouvrier. C'est plus trop le cas parce que d'abord il y avait souvent un seul salaire, hein, alors que maintenant il y a souvent 2 bons salaires parce que les prix sont devenus tellement importants qu'il faut des bons salaires pour acheter une maison ici maintenant. Moi j'ai une maison que je pourrais pas me payer, hein, c'est pas possible. J'aurais pas les moyens je pourrais pas la louer, je pourrais pas l'acheter. Et qu'est-ce qui attire ces nouveaux arrivants ? Le cadre, mais serait-ce aussi ce fameux art de vivre ? Nous, dès qu'on a vu la maison, on a eu le coup de cœur en fait, pour le quartier, pour la maison d'abord, et puis pour le quartier, et puis ce côté aussi, l'accueil qu'on a eu, puis la proximité de tout, en étant dans un quartier très calme, pour les enfants, le tram, le centre-ville, le périph', voilà quoi. Et on n'a pas les inconvénients de la ville, et on a tous les avantages de la campagne. Ces évolutions démographiques soulèvent une problématique, celle du vieillissement de la population. Effectivement, est-ce que cet habitat construit il y a plus de 70 ans est toujours adapté pour ces personnes ? Comment peuvent-elles continuer à contribuer aux activités ? Est-ce que ce vieillissement va avoir un impact sur le maintien de la dynamique castor ? Ces évolutions démographiques s'accompagnent d'évolutions liées à la transformation de la ville, notamment les évolutions architecturales et urbanistiques, à commencer par la transformation des maisons des castors, où on observe une certaine liberté dans les formes. Nous, il n'y a pas de règle, parce que premièrement, il y a plus de cahier des charges, parce qu'il est plus valable depuis bien longtemps. D'ailleurs, on voit bien maintenant les maisons, comment elles sont. Il y en a plus beaucoup qui sont restées à l'état. Des évolutions liées à la mobilité également, qui a beaucoup évolué. Le temps où il n'y avait que 3 voitures pour les 59 maisons est bien loin. Désormais, il y a au moins 2 véhicules par foyer. Et puis, bien sûr, le tramway est arrivé bien plus proche. On observe donc une amélioration nette des connexions avec la ville. On était loin de tout. Le transport en commun est arrivé bien plus tard. Mais avant, c'était pays perdu. Hein. Et en 70 ans, comment ne pas aborder le sujet de la transformation du quartier Beaujoire ? Sont arrivés le parc des expositions, le stade, mais aussi de la densification verticale. Et pour ça, les castors se considèrent protégés grâce au statut de copropriété et à cette impossibilité de diviser les parcelles et donc s'opposer à une certaine forme de densification. Avec la copropriété, on est un peu préservé. Les lots ne peuvent pas être coupés en 2. Force est alors aussi de constater une certaine sous-occupation des logements liée au vieillissement de la population et à la réduction du nombre de personnes par foyer. C'est quand même à nuancer avec l'occupation grandissante par des familles à mesure des rachats. Finalement, l'origine des castors est bien d'améliorer son cadre de vie, passer de l'habitat précaire à du pérenne et du à soi. Ce qui comprend de ne pas se limiter au bâti, mais bien à l'ensemble des aspects de l'habité, l'environnement, la vie sociale, etc. Un mode de vie castor a bel et bien conditionné l'espace, et réciproquement.
Les pratiques ont effectivement été influencées par des profils semblables qui ont créé un lotissement pour répondre à leurs besoins à un instant donné et qui a évolué au fil du temps et des changements sociologiques. La satisfaction et le jugement de la population sont chargés émotionnellement et portent une forte charge symbolique entretenue et adaptée aujourd'hui. Finalement, leur manière d'être au monde par leur cité, c'est de faire partie d'une histoire Vraiment très particulier ici. pour les anciens, mais aussi en partie pour les nouveaux, qui finalement eux aussi améliorent leur satisfaction au regard de critères matériels et psychologiques actuels. Ce n'est plus avoir accès à une douche à l'intérieur, mais c'est avoir accès à des espaces verts et être proche du tramway par exemple. Et on voit bien qu'outre le lieu, qui est plaisant et patrimonial, c'est toute la socialisation que certains habitants valorisent qui fait la singularité du vécu habitant Castor. D'ailleurs, on ressent dans la manière de dire et raconter sa cité toutes les facettes de l'habité, vécues et librement interprétées selon l'expérience et la projection de chacun. Pour terminer, on peut ouvrir plusieurs questions. Comment va perdurer cette vision de sa cité, cette organisation après le départ des anciens ? Est-ce que la cité des castors de l'Erdre va aller vers un modèle similaire aux autres cités castors ? Et est-ce qu'elle devient un lotissement comme les autres ? Est-ce que la densification va avoir raison de ces espaces verts ?